Bonjour, bonsoir ou bon après-midi selon les endroits où vous êtes et d'où vous me suivez en ce moment. Moi, c'est Mohamed Chagali. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, mon nom va s'afficher dans quelques instants sur cet écran. Je suis journaliste indépendant. Je suis mauritanien. Et je vous invite donc à des chroniques durant ce mois béni de Ramadan. Peut-être un peu pour vous accompagner, pour réduire la durée de votre journée de jeûne, mais surtout pour évoquer pour vous quelques sujets dominants de l'actualité nationale de notre pays. Je dois dire ici que ce que je fais, je le fais d'abord en toute indépendance et je le fais en toute impartialité, c'est-à-dire que mes jugements sont personnels. Vrai ou faux, bon ou mauvais, là n'est pas la question. Mais est-ce que le sujet qui a été abordé est un sujet qui mérite d'être abordé? Est-ce que ce que je dis au cours donc de cette chronique est vrai? Est-ce que surtout, la question elle est là, est-ce que ça peut apporter quelque chose de bon ou de nouveau aux gens qui suivent ma chaîne YouTube? Je vous remercie, je voudrais vous remercier tous, vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre dans ces chroniques. Des chroniques qui cascadent. Et quand je dis cascade, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça veut dire que c'est des chroniques qui font du coq à l'âne, qui sautent d'un sujet à l'autre. C'est un désordre peut-être fou dans le traitement des informations, mais il a son sens et il a son importance. Je voudrais maintenant revenir sur la chronique qui a été diffusée il y a 3 jours. Dans cette chronique, donc, je faisais le classement des ministres les plus actifs et les plus performants. La réaction de certains de mes collègues journalistes, et pas des moindres, des journalistes de pointe, si vous voulez, ou vraiment de renommée, des journalistes qui sont crédibles, leur réaction ne s'est pas fait attendre. Parce que pour certains d'entre eux, ce classement que j'ai fait est un classement qui ne correspond à rien. Qui ne correspond à rien et qui met en valeur des ministres et plus que d'autres. Je suis revenu sur le mot plus que d'autres parce que un journaliste, un ami à moi, très bon journaliste d'ailleurs, m'a dit Chagali, vous contredisez un peu parce que vous dites qu'il n'y a pas de mauvais ministre. Et après, vous dites plus loin que un ministre a besoin surtout d'être encadré par l'environnement administratif dans lequel il fait son travail. C'est juste. Ce que j'ai dit est juste. Effectivement, il n'y a pas de mauvais ministre. Il n'y a pas des bons et il n'y a pas des mauvais. Un ministre, c'est un responsable qui fait un travail que lui confie une lettre de mission qui est signée par la présidence de la République. Cette lettre indique ce que le président de la République et son Premier ministre attendent de lui. À partir de ce moment, il doit travailler, ou il travaille normalement sur le programme du chef de l'État, du gouvernement auquel il appartient. C'est tout à fait normal. Mais quand je suis arrivé à faire ce classement au cours de cette chronique, j'ai expliqué à mes collègues journalistes ce que peut-être ils ne comprenaient pas. Parce que nous ne sommes pas dans une salle de classe où on note les bons et les mauvais selon les résultats obtenus. Ça ne se passe pas comme ça pour les ministres. Non, pas du tout. D'abord, je voudrais, parce que certains ne le savaient pas, dire que ce classement a été fait sur la compilation
des articles écrits en français dans la presse relatifs aux activités des ministres sur le terrain. Je reprends, je fais ce travail, qui est un travail de longue haleine, de toute l'année 2023, en faisant une compilation de toutes les activités des ministres qui ont été évoqués dans la presse francophone. Ce classement ne tient pas compte des articles qui paraissent dans la presse arabophone, parce que c'est le groupe de presse francophone de Mauritanie qui a établi ce classement. Donc c'est en fonction de ces informations que le classement a été fait. Et si vous revoyez la vidéo, on va la voir ensemble tout à l'heure d'ailleurs, cette petite vidéo de 2 minutes, qui classe les ministres. Cette vidéo a été intitulée les ministres les plus actifs et les plus performants. Le gouvernement actuellement compte 22 ministres. Et il n'a été classé que 10 ministres sur les 22. Ça veut dire que 12 ministres n'ont pas été classés. Et ces 10 ministres ont été classés sur la base de leur activité et sur la base de leur performance. Et c'est pour ça que certains, peut-être même ministres, ne peuvent pas s'expliquer pourquoi ils sont peut-être à telle place au lieu d'être à telle place. Alors, là, il faut peut-être dire simplement qu'un ministre peut être très, très actif, mais pas performant. Un ministre peut être très actif, mais pas performant. Un ministre peut être très performant et pas très actif. Donc ce sont là des critères qui comptent parmi d'autres éléments d'appréciation qui font que le ministre est classé à telle ou telle position dans ce top 10 des ministres les plus performants. J'ai débattu avec des journalistes sur la question de Sid Ahmed Ould Mohamed, le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme. J'ai dit que c'était ma mascotte. La mascotte, c'est les militaires qui connaissent plus cette expression. Et moi, je l'ai utilisée parce que c'est un peu ma mascotte. J'apprends de lui à faire certaines choses. Parce qu'on peut faire des choses parce qu'on doit les faire. On doit les faire par obligation et par morale. Et ce ministre, je voudrais dire ici, et je défie quiconque peut prouver le contraire, que le ministre Sid Ahmed Ould Mohamed, je ne le connais pas, il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais rencontré, il ne m'a jamais rencontré, et une seule fois, nous nous sommes croisés à la primature. J'étais en train de descendre les marches, et lui, il était en train de monter les marches, escorté de sa sécurité rapprochée. Par politesse pour le ministre, moi j'ai reculé, j'ai fait des marches arrière, moi qui descendais, pour laisser le ministre passer par respect pour lui. Le ministre m'a salué, mais il ne savait pas que Mohamed Ould Chirabi, qui a fait tous ces articles et qui écrit toujours des articles pour l'encourager dans ses fonctions et dans le travail qu'il fait, c'était moi qui l'avais rencontré dans les escaliers. C'est vous dire que je ne le connais pas, je ne le juge pas à sa connaissance ou des relations, je ne juge pas un ministre aux relations que j'ai avec ce ministre. D'abord, je n'ai pas de relation avec les ministres, aucun des ministres. J'ai des ministres que je respecte pour le respect qu'ils ont pour moi, mais les relations personnelles ne comptent pas quand il s'agit de l'intérêt national. Donc, on peut être un ministre très très actif, mais pas performant. On peut être un ministre très performant et pas actif. Et on peut être un ministre à la fois très actif
est très performant, comme Sid Ahmed qui est classé donc en tête de liste des ministres les plus performants. Il est à la fois très actif et très performant du commerce. Donc là, on est dans une logique où certains paramètres et certains critères sont additionnés pour donner le résultat que voici, donc le classement des ministres du gouvernement de Ould Bilal. Je voudrais simplement, avant que nous suivions ensemble ce classement, dire que les ministères sont gérés par des ministres. Et les ministres obéissent à la politique d'un Premier ministre. Si le Premier ministre est performant, les ministres seront performants. Parce que le Premier ministre dicte aux ministres ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire pour être en conformité avec le programme qu'ils présentent devant l'Assemblée nationale. Je ne veux pas rentrer dans ces détails, ce serait très long, peut-être une autre fois, mais je vous invite à suivre encore une fois et attentivement le classement des 10 ministres les plus actifs et les plus performants du gouvernement de Mohamed Ould Bilal. عاقب ظهرك ما تعرف من سابقي ما هو نفسك أصحابي وقاربي قالوا عنك مالك هو صاحبي ولا أنا صاحبك Que chacun de vous pense ce qu'il pense. En tout cas, j'espère m'être expliqué sur les raisons qui ont fait que j'ai fait ce classement, ou j'ai compilé ce classement. J'ai compilé donc les informations relatives aux activités des ministres pour obtenir ce classement. Maintenant, ce n'est pas le sujet de cette rubrique, c'était simplement une introduction. Cette rubrique va aborder un sujet et pas des moindres. Voilà, je vais commenter pour vous ces images.
Voilà, une ambulance, elle est coincée au niveau du marché de la capitale. Et là, comme vous le voyez, elle est complètement encastrée entre des véhicules qui roulent dans tous les sens. Et voilà, vous l'avez, l'infirmière ou le médecin, là debout en blouse. Vous l'avez vu tout à l'heure. La voilà qui revient, elle est en blouse, regardez, c'est elle qui va réglementer la circulation. Elle va essayer de réglementer la circulation, vous la voyez, elle est en blouse là. Elle va essayer de réglementer la circulation, les policiers sont absents, et c'est elle qui va réglementer la circulation pour pouvoir laisser passer son ambulance qui est là. Vous voyez l'ambulance qui avance lentement et voilà, elle est devant son ambulance, elle roule devant l'ambulance et voilà, l'ambulance va s'arrêter. Comme vous le voyez, elle va ouvrir la porte et elle va monter. Je vous ai invité à suivre une petite vidéo de 2 minutes qui montre une ambulance qui est coincée dans un embouteillage en plein carrefour de la BMD. Au carrefour de la BMD. Ces images ont été tournées depuis la banque BNM jusqu'au niveau de la boutique qu'on appelle boutique turque. 200, peut-être 10 mètres. Et vous ne pouvez pas vous imaginer le calvaire que vit le malade qui est à l'intérieur de cette ambulance. Et ce n'est pas la première fois que des ambulances sont coincées dans un embouteillage entre la Farco et le carrefour de la BMD. Pourquoi je parle des ambulances? Je parle des ambulances parce que j'ai passé 37 ans, toujours journaliste, mais chargé de communication du Croissant-Rouge Mauritanie. Mon bureau, donc, était sur l'avenue Gamal Abdel Nasser. Et avant de travailler au Croissant-Rouge, j'étais à Radio Mauritanie et mon bureau était au rez-de-chaussée, en face de la direction générale de la sécurité. Donc, toute ma carrière administrative, je l'ai passée dans des bureaux qui sont sur l'avenue Gamal Abdel Nasser. Et depuis que je suis à la radio, donc en 1975, et jusqu'à mon départ à la retraite au Croissant-Rouge en 2017, je peux compter peut-être plus de 1000 ambulances qui sont passées sur cette trajectoire qui mène à l'hôpital national, au service des urgences de l'hôpital national. Et j'ai pu vous dire que sur ces 1000 ambulances, 600 ou 700 ambulances se sont retrouvées coincées dans des embouteillages entre la Farco et le carrefour de la BMD. Alors, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon? D'abord, une ambulance, c'est quoi? Une ambulance est un moyen logistique qui permet de déplacer une équipe médicale d'abord d'une structure de santé à une autre structure de santé. Ça rentre dans le cadre du SAMU, le SAMU qui est un service d'aide médicale d'urgence. Dans la logique, le SAMU répond et gère les appels téléphoniques 24 heures sur 24 heures selon les besoins de la population. Il assure une écoute médicale permanente. Il s'occupe de la régulation médicale afin d'adapter les réponses médicales aux besoins du patient. Et là, c'est très important, il oriente les patients vers les prestations médicales qui correspondent au niveau de la gravité et d'urgence. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le malade qui est évacué était dans une structure sanitaire et que cette structure sanitaire est, compte tenu de son état de santé, obligée de le référer dans une autre structure de santé plus compétente, où des soins d'urgence peuvent être fournis.
Le rôle d'une ambulance, c'est de partir du point du centre de santé qui évacue le malade au centre de santé qui va le prendre en charge. Alors, il y a des remarques qui s'imposent. Les remarques qui s'imposent, c'est quoi? C'est parce que j'ai constaté que toutes les ambulances qui transfèrent d'urgence des malades vers l'hôpital national, ce qui est plus de 95% des cas d'évacuation, passent par l'avenue Gamal Abdel Nasser. Ce qui est une absurdité. Ce qui est une absurdité. Et qui est même peut-être plus qu'une absurdité, mais une gravité. Parce que imaginez-vous un malade qui a besoin de soins d'urgence, qui n'est pas dans une ambulance de SAMU. Parce qu'une ambulance de SAMU et une ambulance d'évacuation sont différentes. L'ambulance de SAMU, normalement, elle a à son bord des médecins ou des spécialistes ou des agents de santé qui sont capables d'accompagner le malade et d'assurer son accompagnement médical jusqu'à son arrivée dans la structure d'accueil. Or, une ambulance comme celle qu'on voit de chez nous, une ambulance qui part, par exemple, de l'hôpital mère-enfant pour l'hôpital national et qui emprunte l'avenue Gamal Abdel Nasser, entre, par exemple, 11h et 3h de l'après-midi, c'est une ambulance qui met en risque la vie du patient qui est évacué vers la structure sanitaire. Pourquoi? Parce que les embouteillages sont fréquents et parfois ces embouteillages durent jusqu'à 1h à 1h15 minutes. Alors, la question que je me pose et pour laquelle j'aimerais bien avoir une réponse, c'est, étant donné que nous sommes dans un service d'urgence, une évacuation d'urgence, une femme qui a des difficultés à accoucher, un blessé qui perd beaucoup de sang, un autre qui est dans le coma. Je me demande comment se fait-il qu'une ambulance aille s'encastrer, c'est bien l'expression, entre des véhicules, des conducteurs fous qui sont dans un embouteillage qui peut durer des heures et des heures. Je me pose la question. Et pourquoi je me pose la question? Parce que dans la logique, une ambulance, avant tout, est un véhicule logistique. Logistique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est préparé pour une activité médicale d'urgence. Si l'ambulance est un véhicule, normalement, qui veut aller vite et amener le malade évacué à la structure d'accueil pour la prise en charge, je me demande pourquoi, au lieu d'aller s'encastrer dans un embouteillage au carrefour de la BMD, cette ambulance, qui irait par exemple du centre mère-enfant, ne passerait pas par Tefraxena, contourner complètement les embouteillages et venir de l'hôpital du côté de la place. Pourquoi pas? Il y a du temps à gagner. L'ambulance peut rouler à la vitesse qu'elle veut. Alors moi j'ai honte. J'ai honte pour le ministère de la Santé. J'ai honte pour les structures médicales. J'ai honte pour les cliniques. Pourquoi j'ai honte? Parce qu'ils ne sont même pas capables de mettre en place un service ambulancier compétent. Pour conclure, je pense sincèrement que le ministère de la Santé doit prendre des dispositions et signer une circulaire interdisant à tout véhicule évacuant un malade d'urgence sur l'hôpital national d'emprunter l'avenue Gamal Abdel Nasser, sauf entre 0h et 6h du matin. Là, au moins, on aura résolu un problème. كل نهار نحاني ياك نحقق أحلامي قاعد فوهامي نحلم بأحلامي نهجر أوطاني نقيس بلادي ثاني نخدم أحلامي وننسى تخمامي شوفتو زينة ولباسو زين مامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين أرضو زينة صحراوي زين شوفتو زينة ولباسو زين مامتو زينة وكلامو زين خيمتو زينة ولباسو زين